On fait savoir à toutes personnes qui voudront entendre lire la sentence de 4 criminels qu'ils aient à se trouver aujourd'hui à 10h du matin à la maison de ville. Ce film est dédié à Rita Skipper, ma grand-mère, qui a devant moi lu avec un sourire aux lèvres la correspondance qu'elle a eue avec mon grand-père pendant la guerre, puis qu'il a déchiré et jeté. J'aurais aimé réquisitionner cet objet, dont je ne savais rien du contexte. Archive détruite, secret gardé. En janvier 1774, à Genève, la justice saisit chez le libraire Pierre Frémont, alors réputé comme explicateur de songes, un cahier où ce dernier a l'habitude de noter ses pensées nocturnes. Aggravant un procès intenté pour jeu de loterie, ce cahier de rêve est classé avec les autres pièces à conviction. Danser dans la cuisine sur un son de violon, vu le dit violon, vu notre chatte attachée par une patte avec une ficelle. Dans le cadre de la procédure inquisitoire, les interrogatoires, les témoignages et le verbal des auditeurs de justice sont écrits. Ils s'ajoutent aux pièces à conviction. Au temple de la Madeleine, habillée de noir, comme si je voulais aller communier. Je remis à ma femme mon manteau, aux redingotes, couleur de cendre. Les pages et les différentes pièces sont numérotées. Le tout est indexé dans un inventaire judiciaire. Si la justice saisit les rêves écrits de Frémont, c'est parce qu'au XVIIIe, à Genève, elle s'invente un rêve. Archiver de manière exhaustive tous les documents et toutes les pièces à conviction pour une netteté judiciaire. Au XVIIIe siècle, la justice développe et institutionnalise des méthodes pour enregistrer et répertorier les individus et les faits poursuivis. La nature du délit et l'incorrigibilité des prévenus impliquent l'archivage minutieux, qui établit les circonstances matérielles et morales du crime. La trace judiciaire sert aussi à mieux déceler la récidive. Parce que la demande d'élaboration d'une méthode, c'est la marque d'une institutionnalisation, les registres manuscrits, commencés par les acteurs de la justice au XVIIIe siècle à Genève, sont le signe d'un régime protopénal et annoncent le casier judiciaire et les fichiers informatiques actuels. Chaque année, c'est 500 mètres d'archives institutionnelles, auxquelles s'ajoutent les archives privées qui sont amenées dans les bâtiments des archives d'État de Genève. 5 dépôts, situés de par la ville, dans des anciens bowling, des caves et des greniers, ou des étages entiers d'étagères fermées et montées sur rails, nommés compactus,
concentre ce qu'on peut finalement appeler la mémoire institutionnelle de l'État. Autorisation de construire, autorisation de projection pour les cinémas, cadastre, candidature, pièces historiques avec sceau, procès, travaux de l'école des beaux-arts, tutelle, vue aérienne, tout ce qui touche au territoire, à sa population et à la gestion de cette population. Approcher les archives comme une représentation de la société. On pense à la construction d'un hôtel des archives, qui serait un palais des sources pour les suivants. Les archives y seraient stockées continuellement et de manière à demeurer intactes, hors de l'emprise du temps. Et comme si le temps était acide, on le brave en mettant les documents dans des papiers spéciaux et des boîtes appelées centenaires. Flux continuel de mémoire d'institution. Une guerre contre la moisissure et la rouille de l'agrafe. Ici, aucun papier ne peut être jeté sans autorisation. Pourtant, archives et déchets, parce qu'ils sont issus du même processus au cours duquel on sélectionne ce qu'il faut garder, sont deux cousins d'une même histoire, de la mémoire et de l'identité. Aux archives, un panneau interdit l'entrée aux chats. Les lampes aspirateurs se nomment girafes. Un commis avoue parfois lire les documents. Partout, des documents scannés, à corriger, à revérifier, à recorriger, à re-revérifier. Ainsi que des revues sexy dans les archives de police, classées sous publication immorale. Un héron garde le pigeonnier comme les archivistes conservent la mémoire des fonds. L'archive devient aussi le support d'une archive, registre militaire percé par une balle. Un petit cahier informe que Laurent Winter a été trouvé devant l'hôpital, âgé de 6 ans, et relate chacune de ses visites au cours de sa vie, ainsi que les habits et chaussures qui lui ont été remis.
L'une des pièces les plus mystérieuses, ce livre des bannis et malvivants. Débuté en 1555, il est vide. Mais ce soin de peindre les pages en rouge, un rouge inégal, des traces de pinceau, une peinture qui s'estompe, la fine poussière qui reste sur les doigts. On planifie de restaurer ce livre. Restaurer un registre vide. Pas d'inscrit, seulement la trace d'une préparation. Il n'y a rien à y voir, on devine pourtant le rêve d'un classement social. Droit de punir et fragilité de l'archive judiciaire. Paradoxalement, les malvivants, les individus malvenus et bannis de la cité, se retrouvent immortalisés dans l'archive judiciaire. Comme des traces très fines qui définissent en négatif les critères de la cité, aux côtés de tout ce qui touche à son fonctionnement. À l'instar du livre de rêve de Frémont, ces bouts de papier permettent de comprendre la grande machine judiciaire comme un instrument normatif. Et seule l'archive tire du silence les vies fragiles du passé.